commencer notre conférence hebdomadaire qui désormais est enregistrée et qui sera bientôt disponible sur notre site corporate qui, alors que vous l'avez peut-être vu ce matin, nous avons un nouveau site corporate et nous avons effectué une migration du site. Donc sur ce nouveau site corporate, vous retrouverez la page de connexion au site IDMidCaps avec vos codes habituels, et là-dessus, il n'y a pas de changement, mais donc il faudra certainement vous reconnecter ce matin. Normalement, la migration s'est bien passée, mais vous verrez en tout cas un nouveau site corporate. Le site IDMidCaps en lui-même n'a pas encore changé. Il y a juste quelques petites modifications, mais voilà. Et comme je le disais, dans les semaines qui viennent, on intégrera l'enregistrement de cette conférence hebdomadaire sur le site corporate. Pour revenir à la semaine passée et performance des marchés, finalement la séance de vendredi après-midi a été meilleure, puisque la séance de vendredi de manière globale a été meilleure aux États-Unis, avec un rebond qui a notamment été permis par un discours, des déclarations plus accommodantes du président de la Fed de New York, qui a laissé entrevoir de son côté une possible baisse des taux, mais néanmoins, malgré ce rebond vendredi, tous les indices mondiaux ont reculé de plus de 2% en moyenne. Un peu plus de 2% en moyenne aux États-Unis, avec près de moins 3% pour le Nasdaq, moins 2 en Europe et moins 3 en Asie. Comme je l'évoquais dans le mail de vendredi, la bonne publication de Nvidia n'a pas suffi. Nvidia qui a quand même vraiment rassuré, hein, avec chiffre d'affaires et des résultats en hausse de plus de 60%. C'est néanmoins la question des valorisations qui est dans toutes les têtes actuellement, d'autant que évidemment les questions de baisse des taux à court terme est de plus en plus incertaine, et d'autant plus que la Fed va être en manque de données macroéconomiques, puisque les données de l'emploi US de septembre ont enfin été publiées, mais n'ont pas vraiment permis d'éclairer la situation, puisque le taux de chômage augmente, mais les créations d'emplois sont meilleures que prévu. Et sur les prochains, les données d'octobre ne seront probablement pas disponibles du fait du shutdown. Donc, un manque de données macro qui pourrait décaler les décisions de la Fed. Comme je l'évoquais également, il y a quelques signaux qui peuvent inquiéter également dans le domaine de la tech et de l'IA. Et l'un de ces signaux, c'est l'explosion du marché des CDS sur Oracle. Et ça va mettre en parallèle avec la forte baisse du titre Oracle depuis un mois, alors qu'il avait atteint des plus hauts historiques. Voilà, donc dans ce contexte, comme je le disais, tous les indices baissent, et en Europe, évidemment, la question n'est pas tant les valorisations que les perspectives économiques. Et dans ce cas, la Commission européenne a légèrement revu en baisse encore les perspectives de croissance en 2026, avec une progression attendue à plus 1,2 pour les 20 pays de la zone euro, contre une précédente estimation de plus 1,4. Le CAC 40 donc, a évolué dans les tendances, hein, avec moins 2,3% sur la semaine, 90% des valeurs en baisse. Parmi les 4 qui tirent leur épingle du jeu, on en a retenu essentiellement 2. C'est premièrement BNP Paribas qui gagne 2,4%. Le titre la banque sous-performait son secteur depuis septembre, et le changement à la fois le changement de gouvernement en France, puis évidemment l'amende qui a été infligée à BNP Paribas. Et bien, cette semaine, on a un rebond avec l'annonce de la société qui a relevé son objectif de ratio CET1, et ce qui a évidemment entraîné un nouvel regain d'intérêt de la part des investisseurs. Derrière, l'autre progression la plus significative, bien que modeste, c'est Euronext, qui gagne plus 1,7% après le succès de son OPA sur la bourse d'Athènes.
Donc pour le reste, tout est dans le rouge. Alors le rouge assez vif pour le secteur auto, avec moins 6,3 pour Stellantis, moins 5,3 pour Renault. On le verra un peu plus loin, mais cette semaine, on a eu un nouveau plan présenté par l'équipementier Valeo, qui est guère réjouissant à court terme, puisque l'équipementier s'attend à au mieux une stabilité de son activité en 2026, avec un retour de la croissance espérée en 2027. La plus forte baisse, c'est Kering, moins 7,6%. C'est un mouvement de repli global sur le luxe également, hein, avec LVMH qui cède également 2,2%, et Silor, moins 4%. Et ensuite, on a ST Micro qui a chuté de 7,5%. Et comme on le verra, c'est alors, à la fois le mouvement général sur la tech, mais également en France, la chute de Soitec qui clairement emporté aussi ST Micro. Enfin, Schneider Electric cède 5,7%. Schneider qui a longtemps bénéficié des gros investissements dans l'IA. Et donc là, aujourd'hui, le titre est affecté par les inquiétudes sur ce secteur d'activité. Si je passe maintenant au Next 20, on a un repli de 2,1%, à peu près dans la même tendance. On a 30% de valeur en hausse, mais bon, assez peu de choses significatives. On a des hausses de l'ordre de 1% pour Excel et SPI, et un peu moins de 1% pour Sodexo. On notera que Dassault Aviation avait très très bien commencé la semaine après l'annonce de l'achat de la part de l'Ukraine de 100 avions Rafale au cours des 10 prochaines années, ou des prochaines années. Mais néanmoins, au fil de la semaine, Dassault Aviation a perdu cette bonne dynamique du lundi. Évidemment, les incertitudes sur le financement de ce contrat ont notamment affecté le cours. Comme je l'évoquais plus précédemment, la grosse chute de la semaine, c'est Valeo. Valeo qui baisse de 14,9%. Le titre reste en hausse year-to-date de 12,8%, mais il a rendu une grosse partie de sa progression. L'équipementier a présenté son nouveau plan intitulé Elevate, qui est à horizon 2028. Il fait suite à un plan 2022-2025 qui ne sera pas atteint, hein, et de manière assez large, hein, puisque le groupe visait en 2025 un chiffre d'affaires de 27,5 milliards d'euros, et finalement le chiffre d'affaires devrait atterrir cette année autour de 20,5 milliards. Voilà, donc un écart significatif. Les ambitions du nouveau plan sont clairement plus mesurées, puisque désormais il ambitionne un chiffre d'affaires de 22 à 24 milliards à l'horizon 2028. Et donc ce plan envisage au mieux un chiffre d'affaires stable en 2026, ce qui serait donc toujours inférieur au niveau de 2024, hein, puisqu'on était à 21,5 milliards. Et le retour de la croissance serait pour 2027. Voilà pour la principale baisse de la semaine dans le Next 20. On notera également un reflux de 6,3% pour Technip Energies, mais le titre reste en hausse de près de 31% depuis le début de l'année. Du côté des mid-cap, eh bien, le CAC Mid 60 est en baisse de 2,2%, donc dans la même lignée que les deux indices précédents. On a là aussi à peine 30% de valeur en hausse. On notera quand même que finalement la baisse de 2,2% a été contenue grâce à Abivax, hein, parce que Abivax gagne près de 9% sur la semaine, ce qui constitue une contribution de près de 0,4 points. Voilà, donc un soutien assez significatif pour l'indice. Et derrière, on a le secteur des satellites qui a également soutenu l'indice. SES gagne 11,8%, tandis que Eutelsat est légèrement positif. Alors que d'ailleurs sur Eutelsat, on a eu l'annonce du conseil d'administration qui a approuvé le lancement de la levée de fonds de plus de 800 millions d'euros qui sera effectuée par l'État français
le gouvernement britannique, CMA-CGM, le Fonds stratégique de participation, ainsi que Baltic Space Limited. Voilà pour les soutiens, et on pourra enfin évoquer Ubisoft. Ubisoft donc, qui gagne 3,9% sur la semaine, et qui accroît cette embellie ce matin, hein, puisqu'on est à plus 12%. Donc Ubisoft a fini par publier ses résultats semestriels, hein, qui avaient été repoussés, qui avaient entraîné une suspension de la cotation. Bon, a priori, il y avait une question comptable liée à l'IFRS 15, mais qui n'était pas trop significative. Bon, ce qu'on retiendra de la publication, c'est que les pertes se réduisent au S1 par rapport à l'an passé, et surtout que finalement les réservations étaient plutôt bonnes sur le S1. Et même supérieur aux attentes. Et ce matin, le groupe a annoncé la finalisation de l'investissement de Tencent dans la co-entreprise pour 1,16 milliard d'euros, avec une valorisation pré-monnaie de 3,8 milliards pour cette entité. Donc, Ubisoft retrouve un peu de visibilité. Du côté des baisses, pas mal de choses assez significatives, hein. On a notamment 5-6 valeurs qui perdent plus de 10%. La plus grosse chute, c'est Soitec, hein, moins 38% pour Soitec. Le titre est à moins 73% year to date. Alors les résultats semestriels ont pourtant été conformes aux attentes, voire un peu supérieur en termes de rentabilité. Mais évidemment, ce qui a attiré l'attention et ce qui a inquiété le marché et les investisseurs, ce sont les perspectives. Le chiffre d'affaires du T3 est attendu en croissance séquentielle seulement de high single digit, donc entre 5 et 10%, 5 et 9%, alors que la plupart des analystes tablaient sur 15 à 20%. Voilà, il y a clairement des conditions de marché qui sont difficiles et qui sont toujours difficiles. Le management a évoqué la faiblesse dans sa division communication mobile, ainsi que dans sa division automobile et industrie. Donc clairement, les perspectives de fort rebond de l'activité en 2026 et 2027 sont remises en cause, et la sanction a été très sévère. Derrière, on pourrait évoquer parmi les sociétés qui ont publié, on a Interparfums qui a cédé 12,4%. Le groupe de parfums a à nouveau ajusté en baisse son objectif de chiffre d'affaires 2025. Alors c'est essentiellement en raison des effets de change, hein, compte tenu de son exposition importante au marché US et donc au dollar. Bon, cet ajustement, c'est pas le point vraiment trop important de la publication. Le groupe attend toujours un chiffre d'affaires qui devrait se situer autour de 890 millions d'euros contre une attente autour de 900 millions précédemment, ce qui est à comparer à 880 en 2024. Donc on aurait une légère croissance tout de même, et une bonne tenue des marges. Ce qu'on retiendra, c'est surtout le discours assez vague pour 2026, où on semble s'orienter vers au mieux une stabilité du chiffre d'affaires l'an prochain, puisque le groupe évoque à la fois l'arrêt de la licence Boucheron, plus un effet euro-dollar qui embarqué, qui serait négatif, qui aura un impact de l'ordre de 20 millions d'euros. Voilà, donc tout ça fait qu'il faudra certainement attendre 2027 pour retrouver une croissance plus significative. En 2027, il y aura des sorties de nouveaux parfums qui redynamiseront la croissance, mais là on rentre dans une année beaucoup plus calme et beaucoup plus molle en termes de croissance sur Interparfums, ce qui explique le repli du titre. Vivendi a également cédé 13%. Alors du côté de Vivendi, c'est un article du Monde qui laisse entendre que la Cour de cassation pourrait rendre un jugement favorable à Bolloré et donc annuler la décision de l'AMF qui forçait le lancement d'une OPR. La Cour de cassation, l'audience est prévue mardi avec normalement une décision assez rapide. Donc le titre a cédé 13%. Puisque les investisseurs la possibilité d'une OPR a évidemment diminué, ce qui réduit l'aspect spéculatif.
On tient à rappeler quand même que l'ensemble des participations qui restent dans Vivendi représentent quand même près de 40% de plus que le cours actuel. On va voir comment ça évolue, mais il est très probable qu'il se passe des choses quand même chez Vivendi, que la situation ne reste pas en l'état avec les participations actuelles. Dernière baisse que je voulais évoquer, c'est Viridian. Viridian qui cède 17%. Le titre avait bondi de 50% depuis un mois, il est en hausse de encore 97%, mais il y a eu des prises de bénéfices liées notamment à l'annonce d'un changement de gouvernance avec la dissociation de la présidence et de la direction générale. Je passe maintenant au CAC Small, et le CAC Small lui a mieux résisté que les autres indices, il ne cède que 1,1%. Alors il y a à la fois plus de valeur en hausse, 32%, et quelques contributeurs assez significatifs, et en premier lieu Lizzie qui a gagné 3,3%, ce qui fait une contribution de 0,2 points, et c'est un mouvement global de l'aéronautique, puisque Figeac est également en hausse sur la semaine. Eh bien, le Rousseau reste très porteur entre les annonces de commandes d'Airbus et de Rafale pour le segment. Et plus spécifiquement sur Lizzie, il y a une note positive d'Odo qui a relevé de 57 à 62 euros son objectif de cours sur Lizzie, qui a permis au titre de bien se comporter. Parmi les autres progressions, on retiendra explosifs et produits chimiques qui gagnent 10,2%. EPC a publié son chiffre d'affaires du T3, un très bon chiffre d'affaires puisqu'il est en hausse de 12% à périmètre échange constant. Dynamique à peu près la même en publié, et on parle des chiffres hors co-entreprise. Donc sur 9 mois, on est à plus 9% publié et plus 8% à périmètre et taux de change constant. Donc on est sur une dynamique de croissance assez significative et une amélioration de la rentabilité à attendre dans la lignée du premier semestre, ce qui permet donc au titre de poursuivre sa progression. Voilà pour les hausses sur le CAC Small. Du côté des baisses, on notera XFAB dans la lignée de Soitec qui cède 5,1%, et Fnac Darty qui a cédé 6,3%. Dans le retail, on a également SMCP qui a cédé 5,3%. On reviendra sur Fnac Darty dans le commentaire de notre buy list. Un point sur les indices européens. Les indices européens qui ont tous reflué d'à peu près 2%, avec une performance un peu meilleure en Italie à -1, et plutôt -3 pour le DAX, le MDAX et l'indice espagnol. Sur l'Eurostoxx Small, on est à -2,6%. Avec du côté des hausses, des bonnes performances des énergéticiens italiens ERA et Italgas qui gagnent 2-3%. On a en tête le constructeur autrichien Wienerberger qui gagne 4%. Et en bas du classement, hormis Valeo, Indra Sistemas, spécialiste de la défense en Espagne, qui a abandonné 11%, mais qui reste à plus 164% year to date. Et une semaine plus compliquée pour l'industrie allemande, en particulier dans la chimie, avec Lanxess et K+S qui reculent de près de 8%. Depuis le 1er janvier, on a donc un CAC 40, un CAC Small, pardon, qui est lui à plus 43%, et qui est toujours largement en tête après son rallye du début de l'été, qui avait été tiré par 2-3 valeurs. Le CAC 40 derrière est à plus 8,2%. Le Next 20 plus 4,9% et le MID 60 est à seulement plus 2,7%. L'Eurostoxx Small est à plus 11,6%. Il est en avance sur le Mid and Small français qui est à plus 7,1%. Il faut dire que l'Italie notamment surperforme largement avec un FTSE Italia Mid qui est à plus 19%. Un point sur notre buy list, nos valeurs favorites, qui baissent de 2% en moyenne cette semaine. Donc légèrement mieux que le mid 60. Une performance qui a été essentiellement tirée par Lizzie, je l'ai déjà évoqué. La plus forte baisse, c'est donc Fnac Darty, moins 6,3%.
Le groupe chinois JD.com a sécurisé vendredi dernier l'acquisition de 70% de Ceconomy, le groupe allemand, qui, rappelons-le, est le deuxième actionnaire de Fnac Darty, avec 22% du capital détenu. Le premier actionnaire restant Daniel Kretinsky. Ce qu'on a rappelé, c'est qu'il y a évidemment cette montée au capital de JD.com de manière indirecte dans Fnac Darty et dans toutes les têtes à Bercy. Et donc, Bercy envisage plusieurs manières de contrecarrer la prise de la montée au capital de JD.com et on pourrait faire intervenir BPI France dans cette situation. Voilà pour Fnac Darty. Autre baisse significative, c'est Alten qui a rebaissé de 5,3%. Clairement, le news flow dans l'automobile pèse encore sur le titre, même s'il faut rappeler que le secteur auto ne représente plus que 15% du chiffre d'affaires d'Alten, ce qui est bien moins que, par exemple, le total de l'aéronautique et de la défense qui représente près d'un quart du chiffre d'affaires du groupe. Après la baisse de 2% de la semaine, notre liste de valeurs favorites reste en hausse de 15%, plus de 2 fois la performance du CAC Mid and Small. Voilà, donc pour passer à l'actualité des valeurs moyennes, il n'y a pas eu trop d'actualité cette semaine, donc évidemment, on avait fait le bilan la semaine passée des publications du T3. Et donc là, cette semaine, on avait plutôt choisi de faire un point sur les valorisations. Et ce qu'on a souligné, c'est que les valeurs françaises restent décotées. En tout cas, si on prend les chiffres du CAC 1060, qui est valorisé aujourd'hui autour de 6 fois en VE sur EBITDA et 12 fois en PER, eh bien, en fait, on observe une décote de près de 25% par rapport aux autres indices mid-cap européens. Qu'on prenne le MDAX, l'IBEX en prenant à la fois le mid et le small, l'indice mid italien ou les indices mid néerlandais et belges. À peu près dans tous les cas, on a cette décote de 25% avec des acteurs européens qui sont valorisés plutôt autour de 8 fois en VE sur EBITDA et autour de 16 fois, autour de 15-16 fois en PER. Et cette décote des mid et small françaises cotées se confirme également par rapport aux non cotés, puisque il y a l'indice Argos Mid Market qui vient de sortir pour le T3. Et alors cet indice montre deux choses, à la fois la décote qui reste de l'ordre de 30% pour les valeurs cotées, hein, puisqu'on a un multiple des transactions sur 6 mois glissants qui est à 8,7 fois. L'autre point à remarquer, c'est que ce multiple de valorisation est au plus bas depuis le 1er septembre 2017, donc il y a quand même une claire diminution des multiples dans le non coté qui est encore bien supérieur au coté, mais qui a tendance à baisser. Pour revenir à l'actualité, qui était assez calme, on a quand même eu la publication de Plastivaloir, voilà, qui a réalisé un bon T4 en croissance, et meilleur que ses comparables, ce qui a permis au groupe de dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel. Néanmoins, nous, on reste très prudent sur le dossier du fait de l'endettement élevé du titre et de multiples de résultats qui restent pas particulièrement bas, compte tenu de la rentabilité qui reste faible, hein, puisqu'on parle d'une marge d'EBITDA qui devrait être légèrement supérieure à 8%. On a encore une rentabilité qu'il faudrait nettement améliorer. On a évoqué Interparfums, donc je ne reviendrai pas dessus. Je vais laisser Léo dire un mot de Cricri Milk, qui est la dernière valeur européenne qu'on a conseillée et qui vient de publier son chiffre d'affaires du T3. Oui, Kiki a publié un chiffre d'affaires de 3 qui est en hausse de 28%, et surtout tiré par le segment yaourt, qui a cru 33% sur le trimestre, et ça grâce à l'export en Italie et au Royaume-Uni. La marge opérationnelle, comme attendu, elle a baissé de 1,3 points à 15,5%.
essentiellement à cause de l'inflation du prix du lait. Et cette baisse, elle reste largement moindre de celle qui était enregistrée au S1, où la marge opérationnelle a baissé de 6 points. L'Europe, quand même, reste en augmentation sur T3 de 18%. L'image sur les 9 premiers mois, on a une croissance plutôt de 25%, tirée toujours par l'export dans le segment yaourt. Et l'Europe est restée plutôt a reculé légèrement de 4% à 38 millions, pénalisée par la baisse de la marge opérationnelle à cause de la hausse de l'inflation des matières premières. Pour rappel, l'inflation du lait a surtout été faite au S2 24, ce qui fait que au S1, S1 25 a été très pénalisé par cette hausse du coût. Sur le S2 25, ça aura un effet moindre. Le groupe, lui, prévoit plutôt une marge sur la totalité de l'exercice de 14% par rapport à 14,5% en 2024. Et le fait que T3 a mieux résisté qu'au S1 en termes de marge nous laisse toujours confiants sur l'atterrissage de 14%, peut-être un peu moins, mais la tendance de fond de croissance est toujours là avec une croissance à double chiffre. Donc nous sommes toujours très bullish sur le titre et grâce à cette croissance et en termes de marge. Par rapport à l'historique, le groupe toujours, il y a des phases où il y a cette pénalisation, mais et l'écart avec les hausses de prix qui prennent un peu de temps, mais généralement, il retrouve toujours une marge constante en termes opérationnels. Donc, nous sommes toujours confiants sur Cricri. Merci Léo. Ça me permet de faire un petit point rapide sur justement sur les deux valeurs européennes qu'on a conseillées depuis septembre, c'est Relais et Cricri. Alors en valeur absolue, les performances ne sont pas pour l'instant fantastiques puisque les deux titres sont un peu ou prou stables par rapport au moment où on les a recommandés, mais ça se compare à des indices qui ont baissé de 4 à 5% sur la période. Donc quand même une surperformance de ces deux valeurs par rapport aux indices et en particulier à l'indice français si on le compare à un indice qu'on connaît bien. Voilà les deux publications à venir cette semaine. Nacon, avec une croissance du chiffre d'affaires qui est quand même assez intéressante, en particulier dans les jeux, donc une rentabilité qui devait s'améliorer, mais voilà un dossier sur lequel on est toujours très prudent compte tenu de la communication qui est assez discutable. Je dirais, et puis l'endettement élevé de Big Ben qui nécessitera certainement des choses sur Nacon également. Enfin, Trigano, une valeur sur laquelle là, on est très positif. On attend un ralentissement de la baisse du résultat au S2 après un S1 qui avait été plus compliqué. Et on pense que la valorisation à 6 fois le ROC est très basse dans une optique moyen terme, d'autant que le marché final reste toujours bien orienté. Cette semaine, il y a également le salon nautique auquel on se rendra jeudi, qui permettra de refaire un point avec les grands acteurs, Beneteau, Food Pajot. On ne fera pas un point avec Katana qui ne sera pas présent. On a eu néanmoins le management vendredi au téléphone qui a confirmé que le marché est resté compliqué, mais qui nous a laissé entendre que finalement sur 2025-2026, la décroissance devrait être assez contenue. Voilà, nous, on a une prévision de moins 14%, qui paraît quand même aujourd'hui plutôt un worst case sur Katana. Katana qui publiera ses résultats de l'exercice 24-25 le 8 décembre prochain, avec clairement une marge qui sera en baisse et une consommation de cash, puisque le groupe a quand même opté pour garder partie de ses effectifs et n'a pas coupé trop fortement dans ses effectifs pour être prêt au rebond de la demande. Et puis, il a continué à investir dans son outil de production, en particulier au Portugal pour son prochain développement à la fois sur le moteur et sur les grandes unités. Ce développement dans les grandes unités qui est un axe important, puisqu'on le voit clairement que c'est ce marché des bateaux de plus de 50 pieds qui résiste mieux actuellement. Et ça va mettre en parallèle la surperformance de Fontaine Pajot qui est présent assez significativement sur ce segment et qui, on le rappelle, n'a vu son chiffre d'affaires baisser que de 8% sur le dernier exercice contre plus de 20% pour Katana et Beneteau. Voilà, je voulais finir cette conférence en évoquant la future introduction en bourse qui serait seulement la deuxième de l'année, c'est Caléon.
société italienne qui se cotera à la fois sur Onegros et à Milan. Une société qui exploite, qui est spécialisée dans la gestion du patrimoine culturel. Il exploite des îles en Italie. Ce qu'on observe, c'est que c'est une société solide, hein, puisque elle dégage elle a dégagé l'an dernier un EBITDA de 5,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 21,7 millions. Une société rentable qui paraît bien gérée et qui a des perspectives de croissance régulière. Le bémol, c'est que pour nous, la levée de fonds de 15 millions paraît assez importante, dans la mesure où il n'y a pas des perspectives de croissance externe très significatives. Bon, il y a des investissements dans les îles, mais on parle de montants qui sont quand même inférieurs à ces 15 millions d'euros. Donc une levée de fonds qui est assez importante. La valorisation à 10 fois, autour de 10 fois l'EBITDA n'est pas irréaliste, mais voilà, on pense que le risque, c'est que cette société qui est de taille modeste reste de taille relativement modeste sur la cote et signe qu'il y a une génération de cash et qu'il n'y a pas nécessairement un gros besoin de cash, justement. La société prévoit de distribuer 50% de son dividende encore en 2026. Voilà, une société de petite taille, bien gérée, à voir s'il y aura des perspectives de croissance suffisantes. La période de souscription s'est ouverte le 17 novembre et viendra à son terme demain. Voilà, j'ai dépassé un peu le temps imparti, les 10h10. Donc il va être temps de conclure cette conférence hebdomadaire. Les indices plutôt mieux orientés ce matin. On va vous souhaiter une bonne semaine et on aura le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour notre point hebdomadaire sur la cote et sur les valeurs moyennes à la fois françaises et européennes. Très bonne semaine à vous tous et si vous avez des soucis sur la connexion au site, n'hésitez pas à revenir vers nous, mais normalement tout devrait bien fonctionner. Merci beaucoup pour votre présence. À lundi prochain.